Bah non, mais c'est le naturel. Alors, le projet d'accompagnement personnalisé, c'est un peu le fil conducteur de la journée d'un résident, de la journée d'un salarié, de la journée d'une infirmière, de la journée d'un médecin coordonnateur, de la journée d'une directrice. C'est un peu cet objectif-là que tout le monde doit atteindre. Pour nous, c'est un réel engagement de l'établissement dans lequel le salarié s'investit pour prendre en compte la singularité du résident et d'adapter le quotidien, l'accompagnement au quotidien de chaque résident. Très souvent, on voit deux projets différents pour les résidents. Un projet de soins et un projet social. Pour moi, il était inconcevable de faire la différence. Une animatrice, elle doit être au courant des déficiences et des incapacités de chaque résident pour pouvoir adapter les animations qu'elle va pouvoir proposer. Les auxiliaires de vie, les aides-soignantes aussi, hein, parce que sur EHPAD Horizon en particulier, ce sont les auxiliaires de vie et les aides-soignantes qui assurent ces temps d'animation-là, puisqu'on a créé aussi des horaires qui permettent une prise en charge globale du résident. C'est-à-dire les salariés travaillent 12 heures dans la journée, du matin jusqu'au soir, pour être là toute la journée auprès du résident, pour s'adapter au résident. Si la douche est compliquée à 9 heures, eh ben, elle lui reproposera peut-être à 14 heures, voire le soir. Hein. Et pour pas qu'il y ait de guéguerre entre les équipes, j'ai refilé la douche à l'équipe de l'après-midi ou vice-versa. Non, c'est moi en tant que salarié, je dois m'occuper de certains résidents et je vais essayer de m'adapter à ses besoins du jour, en respectant certaines règles collectives quand même. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire de faciliter les soins en s'adaptant au jour le jour. Le concept du projet donc d'accompagnement personnalisé est donc déjà de connaître la personne, le résident, mais de manière assez fine. C'est-à-dire son histoire de vie, quel métier il a fait, est-ce qu'il a rencontré des moments douloureux dans sa vie, quels étaient ses loisirs, comment il vivait à domicile ou dans l'autre structure où il était juste avant son admission, ses origines, enfin voilà. Donc il y a déjà un premier recueil qui doit être fait dès son intégration, qui se fait petit à petit, hein, on ne s'acharne pas à avoir toutes les informations. Et là, pour le coup, on s'adresse aussi bien aux résidents qu'à l'entourage du résident pour essayer de récolter le patrimoine du résident, qu'il soit culturel, musical, professionnel, etc., etc. Donc forcément, c'est un soignant qui pourra être peut-être plus patient avec le proche, avec le résident, plus patient avec le résident, qui pourra du coup supporter plus facilement les troubles du comportement des uns et des autres parce qu'il ne sera pas toujours dans le jus et qu'il aura appris à connaître effectivement les habitudes du résident en disant tiens, je sais que par exemple il adore la musique de Jean-Jacques Goldman par exemple et du coup peut-être que tiens, pour les soins, quand on voit qu'il est un peu agité ou pas très coopérant, peut-être que si je mets de la musique de la personne qu'il aime, peut-être que les choses vont être facilitées. Voilà, peut-être que si je me mets à danser avec lui pour l'amener dans la salle de bain, peut-être que du coup je simplifierai mes actes de soins au quotidien et que je ne me ferai pas taper dessus, que je ne rentrerai pas en conflit avec le résident parce que voilà. Et ça peut être, c'est vraiment important. Ça, c'est les racines de notre Marguerite. Ensuite, il y a nous en tant qu'EHPAD avec nos missions. Et les missions qu'on a déterminées sont les suivantes. Réaliser des soins médico-gériatriques, préserver les capacités motrices et locomotrices de la personne. Ça, j'y tiens un petit peu parce que je suis de formation initiale kinésithérapeute. Solliciter les sens et la communication. Respecter et faire respecter les droits et les devoirs. Familiariser son environnement et proposer des activités
personnalisée avec cet esprit d'ouverture sur l'extérieur. C'est-à-dire penser aussi à emmener quelqu'un dans son village natal, éventuellement se recueillir sur la tombe de son époux s'il est décédé, s'il en exprime le besoin, etc. Mais de penser aussi à sortir de l'établissement. Donc ça, c'est nos missions. Donc il y a l'EHPAD avec nos missions, la personne avec son histoire de vie, ses racines, et à un moment donné, la personne est institutionnalisée. Et le lien que l'on doit faire entre cette personne et son histoire de vie et nos missions, pour nous, c'est clairement la tige de la marguerite qui est le projet d'accompagnement personnalisé, sans oublier la petite pétale, la famille, alors qu'on a dénommé famille, mais c'est tout l'entourage, ça peut être les amis, les personnes qui sont chères aux résidents et qui viennent régulièrement lui rendre visite. Les familles, quelquefois, ont des questions, elles ont des attentes auxquelles elles n'osent pas forcément nous parler tout de suite. Et du coup, le pape est l'occasion de pouvoir s'exprimer et de pouvoir mieux comprendre les attentes des familles et de nos résidents. Ça permet également d'en apprendre un peu plus sur nos résidents parce qu'on apprend leur passé. Parce qu'il faut savoir que nos résidents ont des atteintes cognitives quelquefois très profondes et ça nous permet de mieux comprendre pourquoi au jour d'aujourd'hui ils ont telle ou telle attitude. Voyez, parce que dans leur passé, il y en a qui ont été très bricoleurs, donc ils vont avoir des gestes ou des postures particulières qui vont faire que le fait de poser la question aux familles et qu'elles nous racontent un petit peu leur histoire, ça nous permet à nous de nous adapter dans notre prise en charge. Une fois qu'on a compris ce concept, donc qui a été expliqué aux salariés, on se réunit au minimum une fois par an pour chaque résident pour déterminer les objectifs personnalisés de l'accompagnement des résidents. Alors qui s'adaptent au quotidien, mais c'est-à-dire les grands objectifs, c'est le point d'étape personnalisé de chaque résident. Où là, pour la thématique réalisée des soins médico-gériatriques, on se pose la question, est-ce qu'on fait bien les bons soins à la personne en fonction des évaluations médicales qu'on a faites au préalable, puisque je demande au médecin de refaire le GIR, le PMP, l'infirmière doit faire des évaluations motrices, l'évaluation Norton, MNA pour la nutrition, les escars. Donc ça, c'est important qu'on ait des évaluations qui nous permettent de comparer à des temps différents l'évolution de l'état de santé du résident, en plus de l'observation clinique, bien entendu. Et donc, on se pose les questions suivantes. Au niveau de l'ordonnance, est-ce qu'il y a besoin d'alléger ou pas, puisqu'en gériatrie, on essaye plutôt d'alléger les ordonnances que de les charger. On fait le point sur l'état nutritionnel, le suivi de l'hydratation, est-ce que la personne chute ou pas, en sachant que nous, on essaye de limiter le plus possible les contentions. Il faut vraiment que ce soit la moins pire des solutions pour qu'on contentionne les gens. On préfère que les gens tombent en étant d'accord avec les référents familiaux, qu'on prend peut-être le risque qu'ils tombent, mais on préfère peut-être les voir tomber que d'être assis et psychologiquement être en souffrance. Alors certes, ils vont peut-être pas tomber, ils vont peut-être pas se casser le col du fémur, mais peut-être qu'assis, il y a une souffrance qu'on voit moins, mais qui est peut-être plus délétère qu'une fracture de col pour le résident. On se pose la question de la gestion de la fin de vie quand c'est nécessaire. On parle aussi beaucoup du sommeil, parce que dans les personnes avec des troubles cognitifs, il y a beaucoup de troubles du sommeil qu'on essaye, nous, de gérer le mieux possible. Voilà pour l'item réalisé des soins médico-gériatriques, pour préserver les capacités motrices et locomotrices de la personne. L'idée principale que je souhaite, c'est que le soignant rentre dans la chambre du résident en sachant ce qu'il ne doit pas faire, c'est-à-dire ce que le résident est encore capable de faire. Parce que par déduction, tout ce qu'on n'aura pas noté comme quoi le résident est encore capable de faire, on sait que par déduction, le salarié va quasiment faire à la place. Donc on insiste vraiment sur
qu'est-ce que le résident est encore capable de faire. Si c'est se laver les mains, eh ben, au moins, il continuera à se laver les mains. S'il est encore capable de se laver les mains, mais aussi de se coiffer et de faire le visage, alors on le précise pour que les salariés soient vraiment vigilants à ce qu'ils doivent laisser aux résidents pour qu'ils conservent le maximum de leur autonomie, à la fois sur le plan moteur, mais aussi locomoteur. Donc là, on parle beaucoup de la stimulation à la marche et on demande aux salariés, parce que ce n'est pas que le kiné qui doit faire marcher les gens, le kiné est là pour rééduquer, hein, et c'est vraiment aux salariés de prendre le relais entre les séances de kinésithérapie pour faire marcher, selon les consignes du kinésithérapeute, mais de manière pluriquotidienne, le résident. Surtout lorsqu'il sera éventuellement contentionné au fauteuil. Solliciter l'essence et la communication. Donc là, on se pose la question, est-ce que le résident voit bien ? Est-ce qu'il entend bien? Alors parfois, c'est difficile de faire le diagnostic, mais on se pose la question. On parle du goût, de l'alimentation en conséquent, de ces différents régimes, et puis de la communication. Et on n'oublie pas le sens du toucher. Ça, c'est important que les salariés savent si le toucher va favoriser la relation d'aide ou pas, parce que des fois, ça peut être l'opposé. Et puis, on essaye de déceler des communications qui seraient facilitantes lors des prises en charge. Il y a souvent des salariés qui nous disent « Oui, mais quand je lui dis ça, quand je lui propose de cette façon-là, ça marche mieux. » Donc ça, on le met en valeur, on essaye de le communiquer le plus possible pour que les salariés utilisent les bonnes pratiques des uns et des autres pour faciliter la relation d'accompagnement. Respecter et faire respecter les droits et devoirs. Donc là, on parle aussi de la liberté d'aller et venir. En particulier, alors certes, pour la majorité, ils sont dans des domiciles protégés. Donc c'est vrai que la liberté d'aller et venir, elle est restreinte à l'intérieur du domicile, mais se pose la question effectivement de la contention. Hein, on n'y est pas forcément favorable, comme vous l'aurez compris, mais on fait le point sur les documents réglementaires, par exemple, par rapport à ces fameuses contentions, ou alors quand on prend le risque avec les familles de ne pas mettre de contention. On parle aussi du règlement intérieur. Est-ce que le résident respecte bien le règlement intérieur? Est-ce que les familles respectent bien le règlement intérieur? Est-ce que les directives anticipées ont été pensées ou les souhaits de fin de vie? Donc on parle de tout ça dans cet item. Dans l'item familiariser son environnement, on parle beaucoup de l'aménagement de la chambre, puisqu'on veut que la chambre soit le plus possible personnalisée. C'est-à-dire qu'on met à disposition le minimum. Un lit, une table de chevet. Un lit médicalisé, une table de chevet. Et puis généralement, il y a une armoire qui est encastrée. Mais on veut vraiment que la décoration, le petit meuble supplémentaire soient vraiment des éléments de repère pour le résident dans sa chambre. On parle aussi de sa place à table. Parce que très souvent, à la maison, on a tous un peu nos places préférées. Donc on essaye de faire attention de ses souhaits, avec qui il aurait des préférences à échanger et de ne pas le changer de place tous les jours. On parle aussi de ses liens sociaux avec ses proches. Est-ce qu'ils viennent régulièrement lui rendre visite? Est-ce que ça lui fait du bien? Ou au contraire, est-ce qu'il est triste après? Comment on peut faire? Mais quand les visites sont bénéfiques, on essaye vraiment d'insister auprès des familles pour les maintenir et qu'elles soient régulières. Dans l'item proposer des activités personnalisées, ouverture sur l'extérieur, donc là on essaye d'affiner la proposition d'activités qu'on va proposer aux résidents pour ne pas lui proposer quelque chose qu'il déteste. Et là va venir les rendez-vous extraordinaires, c'est-à-dire de créer un temps avec le résident mais aussi les aidants pour recréer ce triptyque EHPAD, résident, famille, dans un moment de convivialité. Donc pour conclure, cette petite fleur ne peut éclore que si elle prend vie à travers ses racines, donc les racines de la personne, l'histoire de la vie de la personne, et qu'elle est arrosée quotidiennement de bientraitance. Parce que ce projet d'accompagnement personnalisé, il est issu tout simplement du concept de bientraitance dans les missions des salariés.